Je suis Édouard, j'ai 29 ans, assis au dîner d'anniversaire de mes parents lorsque mon père lève son verre. Marcus a bâti son succès tout seul. Pas de coup de pouce, déclare-t-il fièrement à propos de mon frère de 32 ans. Tout le monde applaudit, hochant la tête avec admiration. Je prends une longue gorgée d'eau, puis je réponds calmement. Alors il ira bien sans les $6 000 que je transfère pour ses frais de scolarité chaque semestre. Marcus manque de laisser tomber son verre, son visage se décomposant. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez jamais eu à révéler un secret de famille pour protéger votre propre dignité. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne à Boston, mes souvenirs d'enfance sont remplis de l'ombre constante de la comparaison. Notre modeste maison à 2 étages de Maple Street abritait ce qui semblait être la famille américaine parfaite. Mais sous la surface coulaient des courants de favoritisme qui ont façonné ce que je deviendrais. Mon père, Richard, a bâti son entreprise de construction à partir de zéro, un fait qu'il n'a jamais laissé personne oublier. Un homme large d'épaules, au visage sévère, aux mains calleuses et aux opinions inébranlables, il dirigeait notre foyer avec des attentes élevées et une approbation conditionnelle. Le succès signifiait tout pour lui, mais seuls certains types de succès semblaient compter. Ma mère, Diana, enseignait l'anglais au lycée local. Plus douce dans son approche, mais tout aussi complice dans la dynamique familiale, elle jouait souvent les pacificateurs tout en renforçant subtilement la hiérarchie qui plaçait mon frère sur un piédestal. Puis il y avait Marcus, mon frère aîné de 3 ans. Dès l'instant où il a pu marcher, Marcus a attiré l'attention. Athlétique, charmant et naturellement confiant. Il se déplaçait dans le monde avec une aisance que je n'ai jamais comprise. Il était l'enfant d'or, celui dont les trophées de basket-ball garnissaient la cheminée. Tandis que mes certificats académiques étaient rangés dans des tiroirs de bureau, Marcus avait ce charisme qui faisait que les gens gravitaient autour de lui, y compris nos parents. Quand il entrait dans une pièce, elle s'éclairait. Quand j'entrais, personne ne faisait attention. Ce que Marcus possédait en charme, cependant, il manquait de discipline académique. L'école a toujours été une lutte pour lui, les professeurs appelant constamment à la maison pour des devoirs incomplets et un comportement perturbateur. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ses lacunes académiques étaient présentées comme un génie incompris. Il n'est tout simplement pas assez stimulé, dirait papa au professeur. Il pense différemment, défendrait maman. Pendant ce temps, j'ai trouvé refuge dans les livres et l'apprentissage. Calme et observateur, j'ai excellé académiquement sans grande fanfare. Les notes parfaites n'étaient pas célébrées. Elles étaient attendues. C'est juste Édouard étant Édouard, disait-il, comme si mes réalisations étaient d'une manière ou d'une autre moins impressionnantes parce qu'elles venaient naturellement. Le soir où j'ai remporté le concours scientifique de l'État en 10e année, mes parents ont sauté la cérémonie pour le match de basket de Marcus. Son équipe a perdu et, d'une manière ou d'une autre, la soirée est devenue consacrée à le consoler plutôt qu'à reconnaître ma victoire. Le schéma était constant tout au long de notre enfance. Quand Marcus a cassé le vase préféré de maman en jouant au baseball en salle, il a été gentiment réprimandé avec une tape affectueuse sur les cheveux. Les garçons seront des garçons, ricana papa. 3 semaines plus tard, quand j'ai accidentellement taché le tapis avec une expérience scientifique, j'ai été mis à la porte pendant 2 semaines et sermonné sur la responsabilité. Règles différentes, attentes différentes, amour différent. À 16 ans, j'avais intériorisé la dynamique familiale et développé mes propres mécanismes d'adaptation. Alors que Marcus comptait sur le charme et le soutien de nos parents, je suis devenu farouchement indépendant. J'ai travaillé le week-end dans la librairie locale, économisé chaque dollar et planifié mon évasion par l'éducation. Mon conseiller d'orientation est devenu plus un mentor que mon propre père, m'aidant à naviguer dans les demandes de bourse et les admissions universitaires. La dernière année a marqué la divergence de nos chemins plus clairement que jamais. J'ai obtenu mon diplôme de major de promotion avec une bourse d'études complète au MIT. Mon discours a été suivi par ma mère et ma tante. Papa et Marcus étaient à un match de baseball. Marcus a à peine obtenu son diplôme la même année, son diplôme sauvé par une étude de dernière minute et des professeurs qui ne voulaient pas avoir affaire aux tactiques d'intimidation de mon père. Tout au long de l'université, j'ai occupé plusieurs emplois, assistant de bibliothèque sur le campus le jour, codage indépendant la nuit, tout en maintenant une moyenne générale parfaite. Pas parce que j'avais besoin d'argent avec ma bourse, mais parce que j'avais appris tôt que l'autosuffisance était ma seule option fiable. Marcus, quant à lui, a dérivé entre les cours de community college et divers emplois, ne trouvant jamais vraiment ses marques,
mais recevant toujours un soutien enthousiaste pour même les plus petits efforts. Mon diplôme du MIT est passé avec une reconnaissance minimale. Mon embauche dans une entreprise technologique prestigieuse a suscité un bref bon pour toi de papa. 2 semaines plus tard, quand Marcus a été embauché dans un magasin de détail en tant que directeur adjoint, maman a préparé un dîner de fête et papa l'a annoncé à tout le monde lors de sa partie de poker hebdomadaire. Malgré la nette disparité, je n'ai jamais complètement durci mon cœur envers ma famille. L'amour et le ressentiment existaient dans un enchevêtrement complexe que je ne pouvais pas démêler complètement. Alors que j'établissais ma carrière dans le développement de logiciels, progressant dans les rangs grâce à mon dévouement et à mes compétences, j'ai maintenu les visites obligatoires des fêtes et les appels téléphoniques hebdomadaires. J'ai compris que mes parents étaient le produit de leur propre éducation, que Marcus avait été façonné par leurs attentes, tout comme j'avais été façonné par leur négligence. La compréhension n'a pas guéri la blessure, mais elle m'a aidé à fonctionner malgré elle. À 25 ans, je m'étais établi comme développeur senior dans une entreprise technologique en pleine croissance, vivant dans mon propre appartement à Cambridge, créant une vie définie par mes propres réalisations plutôt que par la perception de ma famille. J'avais des amis qui appréciaient mon intelligence calme, des collègues qui respectaient mes capacités de résolution de problèmes et une confiance croissante qui existait indépendamment de la validation familiale. J'allais bien selon toutes les mesures objectives, mais les réunions de famille avaient encore le pouvoir de me réduire à cet enfant invisible regardant tout le monde orbiter autour du soleil qu'était mon frère. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est à quel point leur enfant d'or allait bientôt dépendre de l'ombre qu'ils avaient créée. Après le lycée, alors que je suivais mon chemin soigneusement tracé à travers l'enseignement supérieur, Marcus a sauté entre diverses entreprises avec l'énergie agitée de quelqu'un s'attendant au succès sans comprendre ses fondements. Il s'est essayé à l'immobilier pendant 6 mois, démissionnant lorsque le démarchage téléphonique est devenu trop monotone. Il a travaillé dans l'entreprise de construction de papa jusqu'à ce que les matins difficiles et le travail physique ne soient pas son truc. Il a même tenté de lancer un podcast sportif qui s'est essoufflé après 3 épisodes. Chaque faux départ a été accueilli par des encouragements de nos parents. Tu trouves juste ton chemin où il faut du temps pour découvrir ta passion. 4 ans avant le dîner d'anniversaire fatidique, alors que Marcus avait 28 ans et moi 25 ans, il a annoncé au dîner du dimanche qu'il avait finalement décidé de poursuivre un diplôme en administration des affaires. On aurait dit qu'il avait découvert le remède contre le cancer d'après la réaction de mes parents. Maman a pleuré de joie. Papa lui a tapé dans le dos avec une fierté rayonnante sur son visage, et toute la soirée s'est transformée en une célébration de l'ambition naissante de Marcus. J'ai toujours su que tu avais de la grandeur en toi, a déclaré papa, versant du scotch cher dans des verres. L'éducation est le fondement du succès. L'ironie de cette déclaration, compte tenu de sa réponse tiède à mes réalisations académiques, n'a pas échappé alors que je sirotais calmement ma boisson dans le coin. Marcus n'a pas choisi la voie pratique d'un community college ou d'une université d'État. Non, seule la prestigieuse Westfield Business School suffirait. Une université privée réputée presque aussi impressionnante que ses frais de scolarité. Les frais annuels approchaient les $40 000, hors logement et autres dépenses. Lorsque j'ai doucement suggéré des options plus abordables, j'ai été immédiatement arrêté. Ne sois pas rabat-joie, Édouard. Maman a dit, c'est le moment de Marcus. Ce que personne d'entre eux n'a mentionné, c'est l'éléphant dans la pièce, l'entreprise de construction de papa avait des difficultés depuis des années. Le ralentissement économique avait durement frappé l'industrie et plusieurs grands projets étaient tombés à l'eau. Ils avaient réhypothéqué la maison familiale à 2 reprises. Les éloges extravagants pour les ambitions éducatives de Marcus ne pouvaient masquer la réalité financière à laquelle ils étaient confrontés. 2 semaines après l'annonce, j'ai reçu un appel inattendu de Marcus me demandant de le rencontrer pour un café. Juste nous deux, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de mon appartement. Marcus était inhabituellement nerveux. Les doigts tambourinant sur la table, les yeux fuyant autour comme pour rassembler du courage. « Je dois te demander quelque chose », a-t-il finalement dit après avoir épuisé toute petite conversation. C'est à propos de l'école. La demande était présentée avec la charmante offensive habituelle de Marcus. Il a expliqué qu'il avait été accepté à Westfield, que c'était sa seule chance de renverser la situation, mais que la situation financière était temporairement compliquée. Papa avait promis d'aider, mais ne pouvait pas tout couvrir. Les prêts étudiants couvriraient la majeure partie, mais il restait un écart. C'est juste $6 000 par semestre, a-t-il dit, comme si le montant était trivial.
Juste jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme et que je commence à gagner beaucoup d'argent, je te rembourserai avec intérêt. Ce montant représentait 2 mois de mon loyer ou la compte que j'économisais pour ma première maison. Ce n'était pas trivial pour moi, malgré mon salaire confortable. Pourquoi ne pas demander à papa? J'ai demandé. L'expression de Marcus s'est assombrie. Ils se sont déjà étirés au maximum. L'entreprise de papa ne va pas bien, même s'il ne l'admettra jamais. S'il vous plaît, Édouard, je ne demanderai pas s'il y avait une autre option. Je me suis assis là en remuant mon café, pesant plus que de simples considérations financières. Une partie de moi, la partie encore blessée par des années d'être négligée, voulait refuser, laisser Marcus expérimenter l'autosuffisance que j'avais été forcé de développer. Mais une autre partie voyait une opportunité. Une chance d'être la personne la plus mature, d'aider quelqu'un auquel je tenais toujours malgré tout. Et peut-être enfin obtenir une reconnaissance de ma famille. Je le ferai à 2 conditions, j'ai finalement dit. Premièrement, que cela reste entre nous. Je ne veux pas que cela devienne un récit sur le fait que j'ai dû aider mon frère en difficulté. Deuxièmement, que tu maintiennes une moyenne d'au moins 3,0. Je ne finance pas le tourisme académique. Marcus a accepté avec enthousiasme, le soulagement se lisant sur son visage. Nous avons réglé la logistique. Je transférerai l'argent directement sur son compte étudiant chaque semestre, créant ainsi une piste papier prouvant où allaient les fonds. Il a promis de me rembourser une fois qu'il aurait trouvé un vrai emploi après l'obtention du diplôme. Ce soir-là, après avoir effectué le premier transfert, je me suis assis sur mon balcon, me demandant si j'avais fait une erreur. $6 000 n'allaient pas me ruiner financièrement, mais l'arrangement ressemblait à une extension de la dynamique familiale à laquelle j'avais tant travaillé pour échapper. Pourtant, j'espérais que cet acte de générosité pourrait guérir quelque chose entre nous, pourrait faire reconnaître à Marcus ses privilèges et ma valeur. J'ai ajusté mon budget, reporté mes projets d'achat d'un condo et réduit certaines luxes que je m'étais accordés. C'était un sacrifice que j'ai fait en silence, sans me plaindre, car une partie de moi cherchait encore l'approbation familiale que je n'avais jamais pleinement reçue. Les mois suivants n'ont apporté aucune grande reconnaissance de mon sacrifice. Marcus envoyait occasionnellement de brefs textos de remerciements après chaque transfert, mais notre relation est restée largement inchangée. Lors des réunions de famille, il a continué à dominer les conversations avec des histoires de ses cours et de sa vie sur le campus, sans jamais mentionner le soutien financier qui rendait tout cela possible. Nos parents rayonnaient de fierté face à sa nouvelle orientation, complètement inconscients de mon rôle dans sa facilitation. Marcus s'investit enfin, dirait papa. Il fait tout par lui-même, trouve son chemin. Je hochais la tête et souriais, l'arrangement secret pesant lourd dans mon estomac comme un repas mal digéré. À chaque semestre qui passait, j'effectuais fidèlement les transferts, regardant mon épargne croître plus lentement, ajustant mes projets de vie autour de cet engagement que j'avais pris. Je me disais que c'était temporaire, que cela valait la peine d'aider mon frère à s'établir enfin. Je croyais, peut-être naïvement, que ma générosité finirait par être reconnue et appréciée. Je ne réalisais pas alors que je mettais en scène une disparité encore plus grande, que mon soutien silencieux permettait la narration même qui m'avait diminué toute ma vie. Mais les dynamiques familiales sont profondes, et les vieux schémas sont difficiles à briser, surtout quand on est le seul à essayer de les changer. 4 ans passèrent au rythme des semestres académiques marqués par la notification récurrente de mon application bancaire. Transfert à la Westfield Business School. $6 000. 8 semestres, $48 000 au total. Presque la compte pour une maison modeste en banlieue, ou une année sabbatique pour voyager dans le monde, ou un financement d'amorçage pour la start-up que j'avais conceptualisée pendant mon temps libre. Au lieu de cela est allé à l'éducation de mon frère. Un investissement silencieux dans l'avenir de quelqu'un d'autre, tandis que le mien restait en partie en attente. L'arrangement aurait pu être supportable si Marcus avait montré le moindre signe d'humilité ou de gratitude au-delà des messages textes superficiels qui arrivaient après chaque transfert. Mais avec le temps, quelque chose de troublant commença à se produire. Marcus commença à croire son propre mythe. Dans les conversations familiales, il parlait de payer ses études lui-même et de faire des sacrifices pour son éducation. Les premières fois, j'ai supposé qu'il maintenait notre accord de confidentialité. Finalement, j'ai réalisé qu'il avait intériorisé une narration qui effaçait entièrement ma contribution. Pendant ce temps, le style de vie de Marcus ne reflétait guère celui de quelqu'un qui luttait financièrement. Il conduisait une Audi neuve, un cadeau de remise des diplômes de papa, a-t-il expliqué avec nonchalance au dîner de Thanksgiving.
Il portait des vêtements de designer lors des fonctions familiales. Son Instagram montrait des escapades du week-end à Miami et des excursions de ski dans le Vermont. Chaque publication ressemblait à une petite trahison, une preuve que mon sacrifice finançait non seulement l'éducation, mais un style de vie que je ne m'étais jamais permis, même en gagnant mon propre salaire confortable. Ton frère redresse vraiment les choses. Maman a commenté lors d'un appel téléphonique du dimanche. Il passe des entretiens pour des stages dans de grandes entreprises. Nous sommes si fiers de son travail acharné. J'ai avalé ma réponse. Les mots brûlant dans ma gorge. Savez-vous qui travaille vraiment dur? La personne qui finance son éducation. Au lieu de cela, j'ai murmuré d'accord et j'ai changé de sujet. La disparité est devenue encore plus évidente lorsque j'ai reçu une promotion importante au travail, devenant ainsi le plus jeune architecte principal de l'histoire de l'entreprise. J'ai partagé la nouvelle lors d'un dîner de famille, recevant de brèves félicitations avant que la conversation ne se tourne rapidement vers la demande de stage de Marcus chez Goldman Sachs. Eh bien, la technologie est plus facile à réussir, a commenté papa avec dédain. Le secteur financier est là où se trouvent les vrais défis. Marcus vise le sommet. Ce soir-là, j'ai programmé mon premier rendez-vous avec le docteur Karen Phillips, une thérapeute spécialisée dans les dynamiques familiales. Dans son bureau confortable, avec un éclairage doux et des couleurs atténuées, j'ai finalement donné voix au ressentiment qui s'était accumulé en moi. J'alimente la dynamique même qui me blesse depuis toute ma vie, j'ai admis lors de notre 3e séance. Je paie littéralement mon propre effacement. Pourquoi continuez-vous les paiements? Elle a demandé, son expression neutre mais curieuse. C'était une question que je m'étais posée d'innombrables fois. Parce que j'ai fait une promesse. Parce que je ne veux pas être le méchant. Parce que peut-être si je suis assez généreux, ils me verront enfin. Le docteur Phillips est devenu mon confident alors que la situation devenait de plus en plus compliquée. Ma relation avec Sarah, une brillante photographe architecturale avec qui je sortais depuis près de 2 ans, a commencé à être mise à l'épreuve par le poids de mes problèmes familiaux non résolus. Sarah a remarqué à quel point je devenais distant après les réunions de famille. Comment j'évitais de parler de mon frère ou de mes parents. Tu es physiquement présent, mais émotionnellement ailleurs, a-t-elle dit. Un soir, après mon retour d'une célébration d'anniversaire particulièrement difficile pour Marcus, tu as construit ce mur autour de tout ce qui touche à ta famille et je ne sais pas comment te joindre là-bas. Elle avait raison. J'avais compartimenté ma situation familiale si efficacement que je ne pouvais pas l'intégrer au reste de mon identité. Au bureau, j'étais confiant et affirmé. Avec des amis, j'étais engagé et ouvert. Avec Sarah, j'étais affectueux et présent, sauf lorsque des affaires familiales surgissaient, moment auquel je devenais distant, presque dissociatif. Tu dois fixer des limites, a insisté Sarah après que je lui ai confié toute la situation. Cet arrangement ne te coûte pas seulement de l'argent, il te coûte la paix, il nous coûte. J'ai envisagé d'arrêter les paiements plusieurs fois. Chaque semestre, à l'approche de la date limite de paiement des frais de scolarité, j'ai contemplé la libération de simplement ne pas transférer l'argent. Mais la culpabilité a toujours vaincu la résolution. Et si Marcus ne pouvait pas terminer son diplôme? Et si mes parents, déjà financièrement tendus, s'endettaient davantage? Et si j'étais perçu comme le méchant renforçant la narration familiale selon laquelle j'étais le fils froid et insensible? Le point de rupture est survenu 6 mois avant le dîner d'anniversaire, lorsque Marcus a appelé avec une demande sans précédent. Il avait besoin de $4000 supplémentaires pour une opportunité d'avancement professionnel, une retraite de réseautage exclusive qui garantirait un placement professionnel après l'obtention du diplôme. Ce n'est pas couvert par les frais de scolarité, a-t-il expliqué, mais tous ceux qui y assistent sont placés dans de grandes entreprises. C'est pratiquement obligatoire. Pour la première fois, j'ai hésité. Marcus, cela ne fait pas partie de notre arrangement. J'ai déjà effectué le paiement des frais de scolarité de ce semestre. Sa réponse m'a glacé. Allez, Édouard. Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas te le permettre. Tu as ce super boulot et pas de vraies dépenses. Qu'est-ce que tu dépenses ton argent d'autre? L'arrogance décontractée dans sa voix a cristallisé quelque chose que je ressentais depuis des mois. Mon frère ne voyait pas mes contributions comme des sacrifices. Il les voyait comme des obligations, l'ordre naturel des choses. L'enfant d'or avait droit au soutien du frère négligé. Après tout, son succès était important, célébré, valorisé par la famille d'une manière qui n'avait jamais été la mienne. J'y réfléchirai,
ai-je répondu, ma voix soigneusement neutre, malgré la colère qui montait en moi. Ce soir-là, lors de ma séance hebdomadaire avec le docteur Phillips, j'ai enfin articulé ce qui se tramait depuis 4 ans. J'ai créé un monstre, ai-je dit. Je pensais aider mon frère à grandir, mais je n'ai fait qu'alimenter le même système dysfonctionnel qui m'a diminué toute ma vie. Et maintenant, je ne sais pas comment m'arrêter sans faire exploser toute ma famille. Peut-être que le docteur Phillips a suggéré doucement. C'est exactement ce qui doit arriver. Je ne savais pas alors à quel point ces mots seraient prophétiques, ni que l'opportunité de les tester arriverait plus tôt que prévu, lors d'une célébration censée honorer l'amour et l'engagement, mais qui allait plutôt exposer des décennies de vérité douloureuse. La Hame argente, avec ses lustres en cristal et ses nappes blanches, semblait être un cadre approprié pour la célébration du 35e anniversaire de mes parents. Papa avait réservé la salle à manger privée, sans lésiner sur les dépenses, malgré les préoccupations financières que je savais être latentes sous la surface. La famille des deux côtés était présente. La sœur de ma mère, tante Patricia, et son mari, le frère cadet de papa, oncle James, et sa femme, plusieurs cousins, et bien sûr, Marcus et moi. Je suis arrivé seul. Sarah avait un reportage photo qu'elle ne pouvait pas reporter, bien qu'une partie de moi soupçonnait qu'elle me donnait également de l'espace pour naviguer dans les dynamiques familiales sans avoir à s'inquiéter qu'elle en soit témoin. J'ai porté mon meilleur costume, j'ai apporté une bouteille de champagne coûteuse en cadeau, et je me suis mentalement préparé à une soirée de théâtre familial habituelle. Marcus est arrivé en retard, naturellement, faisant une entrée dans un costume bleu marine sur mesure qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il a embrassé maman avec dramaturgie sur les 2 joues, a tapé papa sur l'épaule et a immédiatement lancé une histoire sur son professeur impressionné par sa dernière proposition commerciale. Le cercle familial s'est formé autour de lui comme des limailles de fer attirées par un aimant, leur attention absolue et admirative. J'ai siroté mon eau et observé, comme je l'avais fait pendant 29 ans, la performance bien répétée de la dynamique familiale des Harrison. Tante Patricia a finalement fait son chemin vers moi, me serrant affectueusement le bras. « Comment vas-tu, Édouard ?» Toujours en train de sauver le monde numérique, un code à la fois, a-t-elle demandé, son intérêt sincère, une petite bombe à mon esprit. Avant que je puisse répondre, le rire de Marcus a traversé la pièce. « Papa, tu aurais dû voir leur visage quand j'ai présenté ma stratégie. » Le professeur a dit que c'était du travail de niveau post-universitaire. Le dîner s'est déroulé avec le rythme prévisible de nos réunions de famille. Les conversations ont tourné autour des réalisations de Marcus, des anecdotes d'affaires de papa et des enquêtes polies sur les parents absents. Je parlais quand on me parlait, offrais des commentaires appropriés quand c'était nécessaire, et ressentais la sensation familière de disparaître en arrière-plan malgré mon assise en pleine vue. Les serveurs venaient de débarrasser le plat principal lorsque Marcus a tapé sur son verre, se tenant debout avec la posture confiante de quelqu'un qui n'a jamais douté de son droit d'être entendu. « J'ai une annonce », a-t-il déclaré, souriant largement. « Je viens d'apprendre hier que j'ai été admis sur la liste d'honneur ce semestre. 3,8 de moyenne. » La table a éclaté en applaudissements et en félicitations. Maman s'est essuyé les yeux avec sa serviette. Papa rayonnait de fierté qui n'avait jamais été dirigé vers mon 4,0 parfait tout au long de l'université. « C'est merveilleux, fils. » Papa a dit, levant son verre. « J'ai toujours su que tu avais ça en toi. Il suffisait de trouver ta passion. » Les éloges ont continué pendant plusieurs minutes, divers parents offrant leurs félicitations. Oncle James a suggéré que l'exploit méritait une autre bouteille de champagne. Le cousin William s'est renseigné sur les perspectives d'emploi. L'adoration collective était palpable et douloureusement familière. Puis papa s'est levé, l'expression solennelle de fierté, le verre de champagne levé haut. « Je veux porter un toast à mon fils Marcus », a-t-il commencé, sa voix portant le poids de l'approbation paternelle que j'avais cherché toute ma vie. Quand il a décidé de retourner à l'école, j'ai su qu'il excellerait. Et il l'a fait entièrement par ses propres mérites, grâce à son travail acharné et à sa détermination. Il a marqué une pause, regardant directement Marcus avec une admiration non dissimulée. « Ton frère a bâti son succès tout seul. Pas de coup de pouce, pas de raccourci, juste du cran et de l'intelligence pure. » C'est la voix des Harrison. « À votre santé », a crié oncle James, tout le monde levant son verre en signe d'approbation. Les applaudissements qui ont suivi ont semblé s'étirer à l'infini, chaque tape une autre petite blessure à mon sentiment déjà cicatrisé d'appartenance familiale. J'ai regardé Marcus se prélasser dans les éloges, son expression,
un mélange de fausse humilité et de plaisir sincère. J'ai vu les larmes de fierté de ma mère, le sourire satisfait de mon père, les regards admiratifs de mes proches, tous dirigés vers le mythe soigneusement construit de Marcus, l'homme fait par lui-même. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là. Pas de la colère exactement, mais une certitude calme et claire que je ne pouvais plus participer à cette fiction. 4 ans de transfert, 48 000 $ de mon propre argent durement gagné, d'innombrables ajustements à mes propres objectifs de vie, tout cela pour soutenir la narration même qui m'avait encore une fois diminué. Les applaudissements se sont estompés. Les conversations ont repris. J'ai pris une lente et délibérée gorgée d'eau, j'ai posé mon verre soigneusement sur la table, et j'ai parlé d'une voix calme mais assez claire pour porter. Alors il ira bien sans les 6 000 $ que je transfère pour ces frais de scolarité chaque semestre. Le silence qui a suivi a été absolu. 8 paires d'yeux se sont tournés vers moi dans différents états de confusion et de choc. Le visage de Marcus s'est décomposé si rapidement, j'ai momentanément craint qu'il ne s'évanouisse. Le verre de vin dans sa main s'est penché dangereusement, le liquide rouge faillit se renverser sur la nappe blanche avant qu'il ne se rattrape. « Que as-tu dit ?» Papa a demandé, sa voix un mélange dangereux de confusion et de colère émergente. J'ai dit, j'ai répété calmement, rencontrant son regard directement. Que si Marcus a bâti son succès tout seul, sans coup de pouce, alors il devrait aller bien sans les 6 000 $ que j'ai transférés sur son compte de frais de scolarité chaque semestre depuis 4 ans. Cela fait 48 000 $ au total, au cas où quelqu'un se demanderait. La main de maman s'est portée à sa bouche. « Édouard, de quoi parles-tu » Marcus a tenté de récupérer, forçant un rire qui sonnait creux même aux oreilles des plus obtus. Il plaisante. Édouard a un humour bizarre. J'ai les relevés bancaires, j'ai répondu, maintenant ce calme surnaturel, comme horloge. Je peux les afficher maintenant si quelqu'un est intéressé. Le visage de papa était devenu d'une couleur rouge alarmante. Est-ce vrai, a-t-il exigé, regardant entre Marcus et moi. La tentative de déni de Marcus s'est effondrée sous l'intense examen de notre père. Ce n'est pas ce que ça semble, a-t-il commencé, son charme habituel, défaillant. Édouard a proposé d'aider temporairement quand j'ai commencé. Ce n'est presque rien par rapport au coût total. J'ai géré tout le reste moi-même, les livres, le logement, tout. Presque rien, j'ai fait l'écho, permettant enfin à une certaine émotion de colorer ma voix. C'est 48 000 $, Marcus. C'est un acompte pour une maison. C'est un salaire annuel pour beaucoup de gens. Le restaurant était devenu inconfortablement silencieux au-delà de notre table. D'autres clients faisaient semblant de ne pas remarquer le drame familial qui se déroulait sous leurs yeux. Un serveur s'est approché, puis s'est ravisé, se retirant à une distance de sécurité. « Pourquoi ne m'a-t-on pas dit cela ?» Papa a exigé, sa colère maintenant pleinement formée. Parce que Marcus m'a demandé de garder cela entre nous, j'ai expliqué. Il ne voulait que personne sache qu'il avait besoin d'aide, et j'ai accepté parce que je voulais le soutenir. J'étais fier qu'il poursuive enfin sérieusement ses études. Tante Patricia a rompu le silence gênant qui a suivi. Édouard, c'était incroyablement généreux de ta part. C'était ce qu'oncle James a convenu, regardant Marcus avec de nouveaux yeux, et quelque chose à ne pas cacher. Le visage de Marcus était passé de la stupeur à une colère défensive. Tu fais ça juste pour m'embarrasser, a-t-il accusé. Tu as toujours été jaloux de moi, et maintenant tu essaies de gâcher mon moment. L'absurdité de sa déclaration aurait pu me faire rire si ce n'était pas si douloureux. Jaloux ? J'ai répété. Marcus, j'ai soutenu tes études pendant que tu prenais des vacances et que tu achetais des vêtements de marque. J'ai retardé l'achat de ma propre maison pour t'aider, et en retour, je dois m'asseoir ici et écouter tout le monde te féliciter de tout faire par toi-même, alors que mes réalisations ont été ignorées toute ma vie. Papa a claqué sa main sur la table, faisant sauter les couverts. Ça suffit. Tous les deux, arrêtez ça tout de suite. Vous ruinez l'anniversaire de votre mère. Maman pleurait doucement maintenant, s'essuyant les yeux avec sa serviette. L'image de la famille parfaite se fissurait devant les yeux de tout le monde. Et comme toujours, maintenir la façade était plus important que de traiter la vérité en dessous. Je suis désolé, maman, j'ai dit sincèrement. Je n'avais pas prévu que cela se produise ce soir. Mais je ne peux plus m'asseoir ici et écouter ce faux récit. Je ne peux tout simplement pas. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette à côté de mon assiette, et j'ai récupéré ma veste à l'arrière de ma chaise. Félicitations pour vos 35 ans, j'ai dit à mes parents.
J'ai laissé votre cadeau à l'hôtesse. Sans attendre de réponse, je suis sorti de la salle à manger privée par le restaurant principal où des clients curieux détournaient rapidement les yeux et je suis entré dans l'air frais du soir. Derrière moi, j'ai entendu des voix s'élever. Le ton défensif de Marcus, les demandes en colère de papa, les supplications larmoyantes de maman pour le calme. En me rendant à ma voiture, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de culpabilité, pas de colère, mais un profond sentiment de soulagement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais dit ma vérité à ma famille, quelles qu'en soient les conséquences. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'affronterai sans le poids du ressentiment silencieux que je portais depuis si longtemps. Le trajet de retour de la Maison Argente semblait irréel, comme si je me regardais de l'extérieur de mon corps. Les rues familières de Boston sont passées en un flou. Mon esprit, rejoint les expressions choquées autour de la table du dîner en boucle infinie. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises dans ma poche. 14 appels manqués et 23 messages textes au moment où je me suis garé devant mon immeuble d'appartement. 3 de maman me suppliant de la rappeler. 5 de papa, les messages devenant de plus en plus exigeants. 6 de divers parents, allant de préoccupés à critiques. Aucun de Marcus. J'ai fait taire le téléphone et je suis resté dans ma voiture pendant plusieurs minutes, les mains toujours agrippées au volant, respirant profondément pour me recentrer. Les retombées émotionnelles de ma révélation m'ont submergé par vagues. Soulagement suivi de doute. Vindication suivie de culpabilité. Détermination suivie d'incertitude. Avais-je fait la bonne chose? Avais-je choisi le pire moment possible? Cela endommagerait-il de manière irréparable mes relations familiales déjà fragiles? Sarah m'attendait dans mon appartement, recroquevillée sur le canapé avec un livre et un verre de vin. Un coup d'œil à mon visage lui a tout dit. C'est arrivé, a-t-elle dit. Pas une question, mais une reconnaissance. J'ai hoché la tête, effondré à ses côtés. Pas une question, mais une reconnaissance. J'ai hoché la tête, effondré à ses côtés, soudainement épuisé. Au dîner d'anniversaire, devant tout le monde. Elle n'a pas demandé de détails immédiatement, m'a juste serré fort et m'a tenu, sa présence constante manquant pendant que l'adrénaline de la confrontation commençait à s'estomper. Après plusieurs minutes de silence, j'ai raconté les événements de la soirée, ma voix s'étranglant parfois en décrivant le moment de la révélation et ses retombées chaotiques immédiates. Je ne sais pas si j'ai fait la bonne chose, j'ai conclu, mais je ne pouvais plus rester là à les écouter le féliciter pour quelque chose qui n'est pas vrai, qui efface tout ce que j'ai sacrifié. Tu as fait ce que tu devais faire, a dit Sarah fermement. Il ne s'agissait pas du bon moment. Il n'y a pas de bon moment pour une vérité que les gens ne veulent pas entendre. Il s'agissait de ta dignité. Mon téléphone a continué sa vibration silencieuse dans ma poche. Je l'ai finalement sorti pour scanner les messages. Parmi les réactions attendues, la confusion larmoyante de maman. Les exigences en colère de papa pour une explication. La douce inquiétude de tante Patricia. Une notification s'est démarquée. Une voiture était entrée dans le garage de l'immeuble en utilisant le code invité que j'avais fourni aux membres de la famille il y a des mois. Marcus est là, ai-je dit, un mélange de crainte et de détermination s'installant dans mon estomac. Sarah m'a serré la main. Veux-tu que je reste? J'ai soigneusement réfléchi à la question. Non. Cette conversation doit avoir lieu entre frères. Elle a rassemblé ses affaires, m'a embrassé doucement avant de partir. Appelle-moi après, peu importe l'heure, et n'oublie pas, tu n'as rien à t'excuser. Le coup est venu 3 minutes après le départ de Sarah, 3 coups secs qui ont véhiculé la colère même à travers la porte en bois. Je l'ai ouvert pour trouver Marcus debout là, son apparence parfaite du dîner, maintenant en désordre. Cravate desserrée, cheveux en bataille comme s'il s'était passé les mains dessus à plusieurs reprises. C'était quoi, ce bordel, a-t-il exigé, me poussant sans attendre d'invitation dans l'appartement. La vérité, j'ai répondu, fermant simplement la porte. Quelque chose que notre famille ne connaît pas particulièrement bien. Marcus faisait les 100 pas dans mon salon comme un animal en cage, l'agitation évidente dans chaque mouvement. Tu m'as humilié devant tout le monde. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai exposé un mensonge, j'ai dit, maintenant un calme que je ne ressentais pas entièrement. Un mensonge avec lequel tu es à l'aise depuis 4 ans. Il s'est retourné pour me faire face, le doigt accusateur. Nous avions un accord. Tu as promis de garder l'arrangement entre nous.
Un accord que tu as violé au moment où tu as commencé à te créditer de tout faire par toi-même. J'ai rétorqué. Sais-tu ce que ça fait de s'asseoir la semestre après semestre à écouter tout le monde louer ton indépendance alors que je transfère des milliers de dollars sur ton compte? As-tu la moindre idée de ce que c'est? Quelque chose dans ma voix, peut-être la franchise brute de la question, a semblé pénétrer la colère défensive de Marcus. Il s'est effondré sur mon canapé, la posture accusatrice cédant la place à quelque chose de plus complexe. Tu aurais pu m'en parler en privé, a-t-il dit, bien que le feu ait diminué dans son ton. Cela aurait-il changé quelque chose? Aurais-tu corrigé le toast de papa, dit à tout le monde la vérité sur ton succès autoproclamé? Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Nous nous sommes assis là, deux frères qui s'étaient orbités pendant des décennies sans jamais se voir vraiment. Le poids des vérités non dites enfin entre nous. Pourquoi l'as-tu fait? A demandé Marcus. Finalement, sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Pourquoi as-tu accepté de m'aider en premier lieu si cela te rendait si rancunier? La question m'a pris au dépourvu. Dans toutes mes séances de thérapie, toutes mes conversations avec Sarah, tous mes débats internes, je n'avais jamais pleinement articulé les motivations complexes derrière ma décision. Parce que tu es mon frère, j'ai dit finalement. Parce que malgré tout, je voulais que tu réussisses. Parce que je pensais que peut-être si je t'aidais, les choses entre nous changeraient. Marcus a levé les yeux, une confusion sincère sur son visage. Changer? Comment? Je pensais que tu me verrais, j'ai admis. Vraiment? Me voir comme quelqu'un de valeur, quelqu'un qui a contribué à ta vie de manière significative. Pas seulement le frère invisible avec lequel tu as rivalisé et que tu as éclipsé depuis que nous étions enfants. Les mots planaient dans l'air entre nous, plus honnêtes que toute conversation que nous avions eue dans notre vie d'adulte. Marcus m'a regardé, quelque chose changeant sur son visage. Je n'ai jamais pensé à ça, a-t-il dit lentement. Je n'ai jamais pensé que tu étais invisible. Un rire amer m'a échappé avant que je ne puisse le supprimer. Bien sûr que non. Tu étais trop occupé à être vu. Ce n'est pas juste, a-t-il protesté, mais avec moins de conviction qu'auparavant, n'est-ce pas? Quand a-t-on vu maman ou papa célébrer l'une de mes réalisations? Quand a-t-on demandé à quelqu'un dans notre famille de parler de ma carrière, de mes objectifs, de ma vie? J'ai été promu architecte senior à 27 ans, le plus jeune de l'histoire de l'entreprise, et papa l'a rejeté en disant que la technologie était plus facile que la finance. Marcus est resté silencieux pendant un long moment. Je ne savais pas que c'était arrivé. Parce que tu ne remarques pas, j'ai dit, l'épuisement rampant dans ma voix. Tu n'as jamais eu à remarquer personne d'autre parce que tout le monde s'est toujours concentré sur toi. Un autre silence s'est étiré entre nous. Celui-ci moins hostile, plus contemplatif. Marcus s'est passé une main dans les cheveux, un geste rappelant notre père lorsqu'il était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler immédiatement. J'ai toujours été jaloux de toi, a-t-il dit soudainement. L'admission tellement inattendue, j'ai demandé si je l'avais mal entendu. Quoi? J'étais jaloux, a-t-il répété, sans me regarder dans les yeux. Tout te venait si facilement. L'école, les amis, les décisions sur l'avenir. Tu savais toujours qui tu étais, ce que tu voulais. J'essayais juste différentes choses, en espérant que quelque chose fonctionnerait. L'aveu m'a momentanément stupéfié. Pendant toutes nos années de croissance, je n'avais jamais imaginé que Marcus pourrait envier quoi que ce soit à mon sujet. Il avait été le soleil et moi la planète lointaine en orbite éternelle, dans l'ombre éternelle. Cela n'a pas de sens, j'ai dit finalement. Tu étais l'enfant d'or, le préféré, celui en qui tout le monde croyait. Et c'était terrifiant, a-t-il rétorqué. As-tu la moindre idée de ce que c'est d'avoir papa qui te regarde comme si tu allais continuer son héritage? De te sentir constamment au bord de décevoir tout le monde. Tu avais la liberté parce qu'ils ne mettaient pas toutes leurs attentes sur toi. Nous nous sommes assis avec cette révélation, chacun recalibrant des décennies de vérité supposée. La narration que j'avais construite, Marcus, l'adorait moi-même, le négligeait, n'avait jamais pris en compte la pression qui accompagnait une telle adoration. Notre conversation a été interrompue par mon téléphone qui sonnait à nouveau. Le numéro de maman clignotait sur l'écran. J'ai refusé l'appel, ne voulant pas étendre cette confrontation pour inclure nos parents pour le moment. Ils veulent que tu reviennes au restaurant, a dit Marcus. Papa est furieux. Il dit, tu dois t'excuser d'avoir gâché leur anniversaire.
Je ne m'excuserai pas d'avoir dit la vérité, ai-je dit fermement. J'en ai fini de faire semblant pour le bien de l'harmonie familiale. Marcus a hoché lentement la tête, étonnamment, sans contester le point. Que se passe-t-il maintenant avec les paiements de scolarité? La question m'a ramené à la réalité pratique sous-jacente à la révélation émotionnelle. Il s'arrête, ai-je dit simplement. Tu as un semestre à faire. Tu devras trouver une autre solution. Il a semblé paniquer. Édouard, je ne peux pas trouver $6 000 en quelques semaines. Tu as réussi à acheter une Audi neuve, j'ai souligné. Des vêtements de marque, des vacances. Tu as vécu comme quelqu'un sans souci financier alors que je subventionnais tes études. C'était des cadeaux de papa, a-t-il dit défensivement, puis il s'est arrêté, une prise de conscience surgissant, qu'il ne pouvait probablement pas se permettre non plus. Point exactement. Marcus s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Je devrais abandonner si je ne peux pas payer les frais de scolarité, a-t-il dit calmement. Un semestre avant l'obtention du diplôme. Il y a 4 ans, cette déclaration aurait pu me faire fléchir, aurait pu activer la culpabilité et la responsabilité que j'avais portée si longtemps. Ce soir. Cela n'a fait que renforcer ma résolution. C'est un choix que tu devras faire, ai-je répondu. Je ne suis plus ton filet de sécurité, Marcus. Je ne peux pas l'être. Il s'est retourné pour me faire face, l'expression illisible. Tu me détestes vraiment, n'est-ce pas? La question n'était pas accusatrice, mais sincèrement interrogative, et elle méritait une réponse honnête. Je ne te déteste pas, ai-je dit après un moment de réflexion. Je déteste la dynamique dans laquelle nous avons été piégés. Je déteste que je l'ai permise, mais tu es mon frère, et une partie de moi tiendra toujours à toi, même quand je ne t'apprécie pas particulièrement. Marcus a hoché la tête, acceptant cette vérité compliquée. Je devrais y aller. Maman est probablement morte d'inquiétude. À la porte, il s'est arrêté, la main sur la poignée. Pour ce que ça vaut, je suis reconnaissant pour l'argent, oui, mais aussi pour le fait de croire que je pouvais réussir quand je n'étais pas sur moi-même. Ce n'étaient pas des excuses, pas vraiment, mais c'était peut-être la chose la plus sincère que Marcus m'ait jamais dite. J'ai hoché la tête, reconnaissant ses paroles sans les accepter pleinement comme suffisantes. Après son départ, je me suis assis seul dans mon appartement, mentalement et émotionnellement vidé. La confrontation avait révélé des vérités que j'avais gardées en moi pendant des années, mais elle avait aussi révélé des complexités auxquelles je n'avais pas pensé. Le poids des attentes que Marcus avait portées, la peur derrière sa confiance. Cela n'excusait pas son comportement ni ne guérissait ma blessure, mais cela ajoutait une dimension au récit en noir et blanc que j'avais construit. J'ai appelé Sarah, ayant besoin d'entendre sa voix pour me recentrer dans le présent plutôt que dans le passé turbulent qui avait été mis au jour. Pendant que nous parlions, j'ai réalisé que quoi qu'il arrive ensuite avec ma famille, j'avais franchi un seuil d'où il n'y avait pas de retour. Les vieux schémas avaient été irrémédiablement perturbés. Et si cela apportait de l'incertitude, cela offrait aussi des possibilités. La possibilité de relations plus honnêtes, de limites qui protégeaient mon bien-être, d'une dynamique familiale basée sur la vérité plutôt que sur des fictions confortables. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil agité, les rêves remplis de conversations fragmentées et de portraits familiaux changeants où les visages se brouillaient et se reformaient. Mais sous le malaise, il y avait un courant de quelque chose de nouveau. La satisfaction tranquille d'avoir enfin dit ma vérité quelles qu'en soient les conséquences. Un silence particulier est descendu de mes parents la semaine suivant la révélation du dîner d'anniversaire. Pas d'appel, pas de message, pas de mais, juste un vide où la tempête attendue de récrimination aurait dû se trouver. D'autres membres de la famille n'étaient pas si réservés. Tante Patricia a appelé 2 fois, sa voix douce mais inquiète, demandant si j'allais bien et offrant une oreille compatissante si j'avais besoin de parler. Oncle James a laissé un message vocal bourru exprimant sa surprise, mais aussi un respect réticent pour que je me sois enfin défendu. Les cousins se sont divisés de manière prévisible selon les lignes familiales. Le côté de maman largement solidaire. Le côté de papa critique de mon spectacle public. Le silence de mes parents s'est rompu le 8e jour lorsqu'une tante Patricia a appelé à nouveau, cette fois avec un objectif précis. Ta mère m'a demandé de te contacter. Elle a expliqué son ton, soigneusement neutre. Marcus a abandonné 2 de ses cours. Il dit qu'il ne peut pas continuer à temps plein sans ta contribution. Je m'attendais à cela, bien sûr,
mais l'utilisation de ma tante comme intermédiaire plutôt qu'une communication directe en disait long sur l'approche de mes parents face à la situation. Je suis désolé de l'apprendre, j'ai répondu honnêtement, mais j'ai clarifié ma position au dîner. Édouard, tante Patricia a dit avec un soupir, je ne prends pas parti ici. Dieu sait que tes parents ont fait leur part d'erreur dans la façon dont ils t'ont traité. Mais est-ce la colline sur laquelle tu veux mourir, empêcher ton frère de terminer son diplôme? La question a touché une corde sensible, activant le sentiment de responsabilité profondément ancré que j'avais porté depuis l'enfance. Je ne l'empêche pas, j'ai clarifié. Je ne continue tout simplement pas à financer quelque chose qui n'a jamais été reconnu ni apprécié. Marcus a des options. Des prêts étudiants, du travail à temps partiel, demandez directement à maman et papa. Elle est restée silencieuse un moment. Ils se débattent pour trouver une solution. L'entreprise de ton père n'est pas en bon état, même s'il ne l'admettra jamais publiquement. Ta mère a envisagé de retirer de son compte de retraite. L'information n'était pas entièrement surprenante, mais elle a créé un nœud complexe d'émotions, inquiétude pour la stabilité financière de mes parents, frustration face à leur priorisation continue de Marcus, culpabilité d'être le catalyseur de leur détresse. J'y réfléchirai, j'ai finalement dit, sans m'engager, mais sans fermer la porte. Au travail, j'ai canalisé mon tourment émotionnel dans la productivité, abordant des problèmes complexes avec une concentration qui a suscité des commentaires de la part de mes collègues. Quoi que ce soit qui te motive, continue comme ça, a dit mon directeur après que j'ai résolu un problème d'intégration particulièrement épineux qui avait bloqué un projet majeur. C'est un travail impressionnant. Sarah est restée mon soutien indéfectible, ne me faisant jamais pression pour me réconcilier avec ma famille, mais me donnant l'espace pour traiter mes sentiments conflictuels. Ils essaient de t'attendre, a-t-elle observé un soir alors que nous préparions le dîner ensemble. Ils pensent que si les choses deviennent assez désespérées avec la situation de Marcus, tu céderas et recommenceras à payer. Elle n'avait pas tort. Le schéma était familier. Crise impliquant Marcus, attente familiale que je mette de côté mes besoins pour aider, compréhension implicite que mon sacrifice serait ignoré. La différence maintenant était ma conscience de la dynamique et ma détermination à la briser. 3 semaines après le dîner, ma mère a finalement appelé directement. Sa voix était tendue, manquant de sa chaleur habituelle. Nous devons avoir une réunion de famille, a-t-elle dit sans préambule. Cette situation ne peut pas continuer. Quelle situation exactement? J'ai demandé, la faisant délibérément articuler le problème. Elle a soupiré. Édouard, s'il te plaît, ne sois pas difficile. Tu sais exactement de quoi je parle. Marcus pourrait devoir quitter l'école. Ton père et moi essayons de trouver une solution, mais nous devons en discuter en famille. J'ai accepté de nous rencontrer ce dimanche chez eux, en fixant des limites claires sur le but et la durée de la réunion. Je ne serai pas pris au piège ni manipulé. Ce serait une conversation structurée, toutes cartes sur table. La maison familiale de Maple Street ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Extérieur bien entretenu, jardin soigneusement entretenu, façade parfaite, masquant les tensions internes. Je suis arrivé exactement à l'heure convenue, ni trop tôt comme offre de paix, ni trop tard comme démonstration de pouvoir. Sarah avait proposé de m'accompagner, mais c'était une conversation que je devais avoir sans intermédiaire. Ils attendaient dans le salon. Maman perchait nerveusement sur le bord du canapé. Papa dans son fauteuil habituel, Marcus affalé dans le coin, sa posture, une étude de ressentiment défensif. L'atmosphère était chargée de reproches tacites. Merci d'être venu. Maman a commencé, essayant d'établir un ton conciliateur. Papa avait moins de patience pour les mondanités. Cette situation est inacceptable, a-t-il déclaré sèchement. Tu as mis ton frère dans une position impossible, et maintenant nous en subissons toutes les conséquences. Le vieux schéma s'est immédiatement imposé. Mes actions comme le problème, Marcus, comme la victime, la déception parentale, dirigées sans équivoque vers moi. Dans le passé, j'aurais absorbé ce cadre, accepté le rôle attribué de fauteur de troubles, et travaillé à regagner l'approbation. Aujourd'hui, j'étais préparé. Avant d'aller plus loin, j'ai dit calmement, en sortant un dossier de mon sac messager, je voudrais établir quelques faits. J'ai présenté les relevés bancaires méthodiquement. 8 semestres de transfert à la Westfield Business School, chacun pour $6 000, avec les dates et les numéros de confirmation clairement visibles. À côté de ceci, j'ai placé une feuille de calcul détaillant mes propres sacrifices.
L'achat de maisons retardé, les contributions réduites à la retraite, le coût d'opportunité calculé de l'investissement de cet argent à la place. C'est ce que j'ai contribué à l'éducation de Marcus, j'ai expliqué. 48 000 $ au total, ce qui représentait des sacrifices importants de ma part. La preuve concrète de mon soutien financier semblait changer quelque chose dans la pièce. Maman a étudié les déclarations avec une consternation croissante. L'expression de papa passant de la colère à une reconnaissance inconfortable. Marcus fixant le sol. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ?» demanda maman doucement. Parce que Marcus m'a demandé de ne pas le faire, j'ai répondu simplement. Et j'ai respecté sa demande, même en écoutant tout le monde le féliciter de tout faire par lui-même. Papa s'éclaircit la gorge, son malaise évident dans sa posture. Nous n'avions aucune idée. C'est ça le problème. J'ai dit. Vous n'aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. Vous ne vous êtes jamais demandé comment Marcus finançait une université privée coûteuse tout en occupant des emplois à temps partiel dans le commerce de détail. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi je retardais l'achat d'une maison malgré mon salaire. Vous avez supposé une narration qui correspondait à ce que vous vouliez croire. Le silence qui a suivi semblait différent des tensions familiales précédentes. Moins hostile, plus contemplatif. Maman s'est essuyé les yeux avec un mouchoir. Papa a regardé les preuves financières avec un œil de contracteur pour le détail, et Marcus a continué son étude des motifs de tapis. « Qu'est-ce que tu veux de nous maintenant ?» Papa a finalement demandé, son ton moins confrontant qu'auparavant. C'était une question que j'avais anticipée, mais que je trouvais toujours difficile à répondre. Qu'est-ce que je voulais? Des excuses, une reconnaissance. Un changement fondamental dans les dynamiques familiales établies depuis des décennies. Je veux de la reconnaissance, j'ai dit après une considération attentive de mes contributions, oui, mais plus important encore, du schéma qui existe dans cette famille depuis que Marcus et moi étions enfants. Je veux que nous soyons honnêtes sur le favoritisme, les doubles standards, les façons dont mes réalisations ont été minimisées tandis que celles de Marcus ont été célébrées. Maman a commencé à protester contre le déni réflexe des vérités inconfortables, mais papa m'a surpris en levant la main pour l'arrêter. « Laisse-le finir » a-t-il dit calmement. « Je ne veux pas détruire cette famille », j'ai continué. Mais je ne peux plus participer à la fiction. Je ne serai plus le système de soutien invisible qui permet à tous les autres de maintenir des illusions confortables. La conversation qui a suivi était différente de tout ce que nous avions jamais eu en famille. Des vérités douloureuses ont émergé. L'admission de maman qu'elle s'était toujours plus inquiétée pour Marcus parce qu'il semblait plus vulnérable. La reconnaissance de papa qu'il avait projeté ses propres ambitions sur son premier-né. La confession de Marcus qu'il s'était appuyé sur le rôle d'enfant d'or parce qu'il estimait que c'était attendu de lui. Rien de tout cela n'a effacé les années passées, mais l'honnêteté a créé une base pour quelque chose de nouveau. À la fin de cet après-midi difficile, plusieurs changements concrets avaient été établis. Premièrement, je ne reprendrai pas les paiements de scolarité. C'était non négociable, une limite que je devais maintenir pour mon propre respect de soi. Deuxièmement, Marcus prendrait un emploi à temps partiel pour contribuer aux frais de son dernier semestre, nos parents couvrant le reste par une combinaison d'épargne et d'un prêt modeste. Troisièmement, nous nous engagerions à des conversations familiales régulières où les griefs pourraient être exprimés ouvertement plutôt que de s'envenimer sous la surface. Alors que je me préparais à partir, Marcus s'est approché de moi dans le couloir, loin des oreilles de nos parents. « Je commence à Barnes & Noble la semaine prochaine », a-t-il dit, une humilité inconnue dans son ton. 20 heures par semaine en terminant les cours. « C'est bien », j'ai répondu, sans offrir de vains encouragements, mais en reconnaissant le pas vers la responsabilité. « Je ne m'attends pas à ce que tu me crois pour l'instant », a-t-il continué. « Mais je vais te rembourser tout ça. » J'ai étudié le visage de mon frère, cherchant le charme manipulateur dont je me méfiais au fil des ans. Au lieu de cela, j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Un inconfort sincère, la détermination maladroite de quelqu'un qui fait face aux conséquences, peut-être pour la première fois. Ce n'est pas pour l'argent, Marcus, j'ai dit finalement. Ce n'est jamais été pour ça. Il a hoché la tête, la compréhension s'installant lentement. Je sais, mais c'est un point de départ. Alors que je partais de la maison qui avait façonné nos deux identités, je n'ai ressenti ni le triomphe de la victoire ni le soulagement de la réconciliation, mais plutôt l'optimisme prudent d'avoir fait le premier pas sur un long chemin incertain vers des dynamiques familiales plus saines. Les mois suivants ont apporté des changements progressifs.
Les dîners de famille sont devenus moins théâtraux, la conversation étant plus équitablement répartie entre tous les participants. Mes réalisations professionnelles ont reçu un intérêt sincère plutôt qu'une reconnaissance superficielle. Marcus a eu du mal avec la réalité de concilier travail et études, mais il a semblé développer une nouvelle appréciation pour l'effort impliqué dans l'autosuffisance. Les parents ne se transforment pas du jour au lendemain, bien sûr. Papa retombait parfois dans les vieux schémas de comparaison, et maman s'inquiétait toujours excessivement du bien-être de Marcus. Mais il y avait une nouvelle conscience dans leur comportement, un effort conscient pour reconnaître et ajuster les déséquilibres qui semblaient autrefois immuables. Le changement le plus significatif s'est produit en moi. Alors que la validation familiale devenait moins centrale à mon identité, je me suis trouvé plus présent dans d'autres aspects de ma vie, plus engagé au travail, plus ouvert avec Sarah, plus authentique dans toutes mes relations. L'énergie autrefois consacrée à la recherche d'approbation alimentait désormais des projets créatifs et des connexions significatives. 6 mois après la confrontation du dîner d'anniversaire, je ne mesurais plus ma valeur par la perception de ma famille. Cette liberté, plus que tout changement extérieur, était la véritable victoire d'avoir dit ma vérité. 6 mois après le dîner d'anniversaire qui a tout changé, nous nous sommes retrouvés, cette fois pour Thanksgiving chez mes parents. Le cadre familier a souligné les changements subtils mais significatifs dans notre dynamique familiale. Papa a découpé la dinde sans son monologue habituel sur la dernière réussite de Marcus. Maman a distribué la nourriture sans le modèle inconscient de servir d'abord à son premier-né les portions choisies. Marcus, travaillant maintenant 25 heures par semaine chez Barnes & Noble, tout en terminant son dernier semestre, a parlé de ses expériences avec une humilité jusqu'alors étrangère à son caractère. J'ai amené Sarah, portant maintenant la bague de fiançailles avec laquelle je l'avais demandé en mariage le mois précédent. Une étape qui a reçu des félicitations sincères de tout le monde, y compris un chaleureux câlin de papa qui a duré un moment plus longtemps que ses habituelles embrassades superficielles. La transformation n'était pas miraculeuse ni complète. Les vieilles habitudes refaisaient occasionnellement surface, rapidement suivies de corrections conscientes. Mais l'effort lui-même représentait une forme de guérison que je n'avais jamais cru possible. Mon propre parcours s'est poursuivi par des séances hebdomadaires avec le Dr Phillips, traitant non seulement les dynamiques familiales, mais aussi mon rôle dans leur perpétuation. Les facilitateurs croient souvent qu'ils font preuve de gentillesse, avait-elle observé lors d'une séance particulièrement éclairante. Mais la vraie gentillesse signifie parfois permettre aux autres de subir les conséquences naturelles de leurs actions. Cette sagesse avait guidé mes interactions avec Marcus au cours du mois suivant notre confrontation. Je ne fournissais plus de soutien financier, mais j'offrais quelque chose peut-être de plus précieux. Des commentaires honnêtes, des contacts professionnels, des introductions et des conseils occasionnels sur la façon de naviguer dans les dynamiques professionnelles alors qu'il se préparait à entrer dans le monde des affaires. Notre relation avait évolué vers quelque chose de plus proche d'une véritable fraternité que de la dynamique interprète-spectateur qui nous avait définie auparavant. Lors d'un rare déjeuner en tête-à-tête en octobre, Marcus avait admis quelque chose qui aurait été impensable un an plus tôt. « Je ne pense pas t'avoir jamais vraiment connu », a-t-il dit, picorant son sandwich. J'étais tellement absorbé par le fait d'être Marcus l'incroyable que je n'ai jamais pris la peine de voir qui tu étais réellement. L'aveu n'a pas été offert comme des excuses dramatiques, mais comme une simple reconnaissance de la vérité, ce qui le rendait d'une manière ou d'une autre plus significatif. Sarah était devenue ma partenaire indéfectible dans l'évolution continue de mes relations familiales. Son œil de photographe pour le détail m'a aidé à remarquer de petites améliorations qui auraient pu autrement m'échapper. Maman demandant des nouvelles de mes projets avec un intérêt sincère. Papa écoutant réellement mes conseils professionnels sur les systèmes obsolètes de l'entreprise de son pro. Notre relation avait accéléré ma guérison de manière inattendue. Planifier un avenir avec quelqu'un qui me voyait et m'appréciait vraiment, a renforcé mon indépendance croissante vis-à-vis de la validation familiale. Le week-end que nous avons passé à chercher notre première maison ensemble, une maison de ville modeste mais charmante à mi-chemin entre nos lieux de travail, a semblé être une déclaration que ma vie avançait selon mes propres termes. Marcus a obtenu son diplôme en décembre. Son réussite académique plus significative pour avoir été vraiment méritée. La cérémonie a été suivie par toute notre famille, et pour une fois, la fierté de mes parents semblait proportionnée, festive mais pas excessive. Lorsque Marcus a reconnu mon soutien et mes conseils dans ses brèves remarques à la famille par la suite, la vague intentionnalité de la déclaration contenait une compréhension entre nous. L'aspect financier est resté privé, mais la reconnaissance était publique. Les changements les plus profonds ne se sont pas produits lors de confrontations dramatiques,
mais dans des moments calmes qui ont révélé des perspectives changeantes. Papa appelant pour me demander conseil sur la planification de la retraite plutôt que de simplement se vanter de son dernier projet. Maman envoyant un article sur une innovation technologique avec une note disant « Cela m'a fait penser à ton travail ». J'essaie de mieux le comprendre. Marcus envoyant des messages pour partager à la fois les succès et les échecs plutôt que de créer un diaporama de réalisation. Mon propre paysage intérieur s'était le plus transformé. L'hypervigilance qui avait autrefois caractérisé mes interactions familiales, la conscience constante des offenses, des comparaisons et des contributions ignorées, avait progressivement cédé la place à une présence plus paisible. Je pouvais assister à des réunions de famille sans l'armure d'une indifférence pratiquée ou la blessure d'une douleur non reconnue. Je pouvais simplement être Édouard, imparfait, accompli, digne de respect, non pas pour ce que je fournissais, mais pour qui j'étais. Ce Thanksgiving, alors que nous terminions le dessert et nous dirigions vers le salon pour le café, papa s'éclaircit la gorge d'une manière qui aurait autrefois déclenché mes réflexes défensifs. J'ai beaucoup réfléchi à l'héritage récemment. Il a commencé, regardant entre Marcus et moi avec une réflexion peu familière, à propos de ce que nous laissons derrière nous, non seulement matériellement, mais dans la façon dont nous façonnons les gens que nous aimons. Il a marqué une pause visible, se rassemblant pour des mots qui ne venaient pas facilement à un homme de sa génération. Je n'ai pas toujours été le père que vous méritiez tous les deux, a-t-il continué. J'avais des idées fixes sur le succès que j'ai essayé de vous imposer. Je vois maintenant comment cela vous a blessé tous les deux de différentes manières. Maman a tendu la main pour la sienne, offrant un soutien silencieux à cette vulnérabilité sans précédent. Marcus, je t'ai poussé dans un rôle qui n'était pas nécessairement le tien. Édouard, je n'ai pas réussi à voir ta valeur parce qu'elle ne correspondait pas à ma définition étroite de réussite. J'essaie de faire mieux maintenant. La pièce est tombée dans un silence, l'aveu planant dans l'air entre nous. Il y a des années, j'aurais rejeté de tels mots comme trop peu, trop tard. Aujourd'hui, je les ai reconnus comme le début d'une guérison qui pourrait se poursuivre dans la prochaine génération. Merci d'avoir dit cela, papa, j'ai dit simplement. Plus tard dans la soirée, alors que Sarah et moi nous préparions à partir, Marcus m'a attiré à part sur le porche, loin des oreilles de nos parents. J'ai quelque chose pour toi, a-t-il dit, me tendant une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque de $2000. Bien loin du total que j'ai contribué à son éducation, mais significatif compte tenu de son salaire d'entrée de gamme dans la société de marketing qu'il avait rejointe après l'obtention de son diplôme. C'est le premier versement, a-t-il expliqué. J'ai établi un plan de paiement. Cela prendra du temps, mais je rembourserai tout. J'ai étudié le chèque, comprenant que sa valeur ne résidait pas dans le montant, mais dans ce qu'il représentait, la responsabilité, le respect, la reconnaissance de mon sacrifice. Je suis fier de toi. J'ai dit des mots que je n'aurais jamais pensé adresser à mon frère. Pas pour l'argent, mais pour ce que tu deviens. Son sourire, sincère plutôt que le charme pratiqué des années passées, suggérait qu'il comprenait la distinction. Le voyage de la rancœur à la réconciliation n'avait pas été linéaire ni complet. Il y avait encore des moments de rechute, les vieux schémas se réaffirmant dans les moments de stress ou d'inattention. Mais la fondation avait changé du déni à la reconnaissance, de la performance à l'authenticité. Alors que Sarah et moi rentrions chez nous cette nuit-là, elle m'a demandé ce que je pensais, remarquant mon silence inhabituel. Je pense à la valeur, j'ai répondu après un moment de réflexion. Comment j'ai passé tant d'années à essayer de prouver la mienne à des gens qui n'étaient pas équipés pour la reconnaître. Comment la liberté est venue non pas de la conquête de leur validation, mais de la réalisation que je n'en avais jamais eu besoin en premier lieu. La leçon la plus précieuse de ce douloureux voyage ne concernait pas les dynamiques familiales ni même le fait de dire la vérité au pouvoir. Il s'agissait de la libération qui découle du fait de placer sa propre valeur au-delà de la capacité des autres à l'affirmer. Il s'agissait de construire une vie si épanouissante que la validation externe devient inutile plutôt que inatteignable. Parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons est d'arrêter de soutenir les illusions qui maintiennent tout le monde à l'aise mais stagnant. La véritable croissance nécessite souvent l'inconfort de la réalité, les conséquences naturelles de nos choix, le bilan honnête de qui nous sommes plutôt que de qui nous prétendons être. Ma famille était loin d'être parfaite, naviguant encore dans le nouveau terrain de relations plus authentiques. Mais nous avancions avec un engagement partagé envers la vérité plutôt que le confort, une connexion authentique plutôt qu'une harmonie jouée. Et dans ce progrès désordonné et imparfait, j'avais trouvé quelque chose que je n'avais jamais attendu de ma famille d'origine, l'espoir.
Avez-vous jamais dû révéler un secret de famille pour protéger votre propre dignité? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Parfois, les conversations les plus difficiles mènent à la guérison la plus importante. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires familiales authentiques. N'oubliez pas, fixer des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour que des relations authentiques s'épanouissent.